Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 8e volet de notre série d'entretiens intitulée Repenser l'islam, centré aujourd'hui sur la situation et la question de l'islam en Belgique. En effet, les attentats de Paris puis ceux de Bruxelles ont mis la focale sur le quartier de Molenbeek en particulier et de l'islam belge en général comme l'incarnation d'un prétendu problème musulman qui aurait tissé une équation entre communautarisme, fondamentalisme puis djihadisme. Alors pour discuter de la réalité de cet islam belge, je suis en compagnie de Corinne Torrekens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu spécialement de Bruxelles, je vous en remercie, et vous êtes docteur en sciences politiques et sociales et chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment, en plus de l'origine, de la provenance des djihadistes qui ont commis les attaques de Paris puis de Bruxelles, que la Belgique serait la concentration ou l'avant-poste de toutes les questions soulevées aujourd'hui par l'islam, et notamment l'islam radical en Europe ? Est-ce que c'est un pur sentiment de focal ou est-ce qu'il y a quand même là des modes d'organisation particuliers qui font que ça apparaît de manière flagrante ? Effectivement, donc deux choses. Je pense que les enquêtes liées aux attaques terroristes du 13 novembre et du 22 mars à Bruxelles ont montré les liens, d'abord des liens entre quartiers et entre territoires, parce qu'entre territoires français et entre territoires bruxellois, et donc ont mis à l'avant-plan médiatique un certain nombre de quartiers. Alors on s'est beaucoup focalisé sur Molenbeek, on a oublié que quelques années ou quelques mois auparavant, on avait eu Verviers, on a évidemment eu des cas et des arrestations et des enquêtes dans d'autres communes bruxelloises, mais aussi dans d'autres communes belges, qu'elles soient francophones ou néerlandophones. La Belgique reste un pays un peu compliqué, divisé en deux, mais donc les premiers départs en Syrie se sont faits à partir de Vilvoorde, donc à partir d'un axe centré sur plusieurs villes flamandes. Donc il y a eu une focalisation très médiatique autour de Molenbeek parce que sans doute il y avait aussi quelque chose de porteur médiatiquement. Molenbeek, c'est un quartier où c'est une commune qui présente un certain nombre de difficultés, où des difficultés socio-économiques se greffent à des clivages ethniques qui sont très visibles. Il suffit de se rendre du côté du canal et de regarder les deux côtés de la rue. On a un côté très populaire avec les commerces ethniques, et puis on a de l'autre côté typiquement le quartier Bobo, avec des boutiques un peu chics, etc. Donc on a véritablement les deux réalités de Bruxelles qui se font face à face à Molenbeek. Et donc c'était un cas d'école sans doute assez facile à mettre en évidence médiatiquement. Et alors donc on voit assez bien de quoi effectivement Molenbeek est le nom, ou en tout cas a été le nom. La question qu'on a envie de vous poser à vous, qui avez fait une étude plus large et pas du tout que sur Molenbeek, c'est qu'est-ce que ça cache comme autre dynamique de l'islam en Belgique ? C'est une vaste question. Il y a plusieurs dynamiques de l'islam en Belgique. J'ai presque envie de dire que l'islam belge, il n'existe pas parce qu'il est pluriel. Donc en même temps, évidemment, il existe, il est présent. D'ailleurs, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre les railleries sur l'expression islam belge ou islam français ou islam. Parce qu'il me semble évident que l'islam belge n'est pas l'islam saoudien, c'est pas l'islam indonésien, etc. C'est quelque chose qui est en train de se fabriquer. Mais en même temps, ces dynamiques sont extrêmement plurielles. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence en 2015 avec la première enquête statistique d'envergure qui est sortie sur les populations belgo-marocaines et belgo-turques qui constituent à peu près 90%, 90% de la communauté. De la France à Belgique, on s'en tirera avec 90, je ne vous rectifierai pas. Donc des communautés musulmanes belges, qu'il n'y avait pas une façon d'être musulman, qu'il y avait plutôt une pluralité de pratiques, une pluralité de positionnements. Et malheureusement, ça c'est toujours extrêmement difficile à faire passer médiatiquement parce que ça demande de la nuance et ça demande du temps. Bon, alors on en a un petit peu, donc profitons-en. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette communauté musulmane, même si le terme lui-même est trop unifiant et trop homogène? Quelles sont ses principales répartitions? Déjà, combien il y a de musulmans en Belgique? Et quels sont peut-être les clivages? Vous soulignez notamment qu'il y a des clivages générationnels qui existent à l'intérieur. Donc, la première chose que je dis à mes étudiants quand je commence mon cours, c'est que la communauté musulmane n'existe pas. Donc, c'est
C'est une façon de parler un peu vite, un peu rapide, mais ça ne représente rien d'un point de vue sociologique ou politologique. Donc ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a évidemment des différences générationnelles, mais il y a aussi aujourd'hui maintenant des différences socio-économiques, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un net progrès socio-économique au sein des populations musulmanes, donc d'abord du point de vue du taux de diplôme, donc on a de plus en plus de diplômés issus des immigrations belgo-marocaines et belgo-turques, et aussi une nette progression en termes de revenus et donc de classe sociale. Donc aujourd'hui, une partie conséquente de la classe moyenne, voire des classes supérieures, sont d'origine immigrée. Donc c'est déjà un moyen de casser un premier préjugé. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que l'ouverture politique, donc l'adhésion à la démocratie comme meilleur système de gouvernement, les questions relatives à la liberté d'expression. Alors, l'enquête a été faite avant la question Charlie Hebdo, donc ça vaudra la peine de pouvoir la refaire. La séparation Église-État, tout ça est acquis. Donc l'ouverture politique, elle est acquise. Ce qui reste prédominant, c'est une forme de conservatisme social ou sociétal, c'est-à-dire toutes les questions reliées à la sexualité ou à l'attachement qu'on va accorder à la vie, euthanasie, avortement. Là-dessus, on reste dans une position conservatrice assez classique. On peut dire que l'islam, c'est un opérateur de conservateur aujourd'hui en Belgique? Non. De conservatisme, plutôt, pour être en bon français. Alors, sur les questions, sur ce type de questions-là, oui, effectivement, on a un positionnement qui tend à être plus conservateur, mais qui n'est pas extrêmement éloigné en termes de pourcentage de la population en général. Donc il ne faut pas oublier que la population belge aujourd'hui est très ouverte sur ces questions-là, mais elle a évolué aussi. Cette évolution s'est faite à partir des années 70. Donc en termes de points de pourcent, on n'est pas dans l'ordre d'un écart de pourcentage de 40 à 50% d'opposition. Donc je pense que les choses sont en train de changer, mais par contre, ce conservatisme, il est toujours là, présent pour le moment. Et du point de vue des pratiques religieuses, donc quand je dis la communauté musulmane n'existe pas, c'est évidemment une petite provocation aussi, mais qui sert à montrer qu'il n'y a pas une seule pratique. Dans la plupart des enquêtes, on a tendance à demander est-ce que vous allez à la mosquée et d'en faire le seul critère de la pratique. Nous, on a vu que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc on a vu qu'il y avait au moins 3 tendances de fréquentation de la mosquée, ceux qui y vont tous les jours, ceux qui y vont une fois par semaine pour la prière du vendredi, et puis ceux qui y vont de manière plus dispersée dans le temps. Après, on a testé toutes les autres pratiques religieuses et ce qui nous a un peu surpris, parce que ce qui était mon hypothèse, c'était de dire on va peut-être avoir un profil plus orthodoxe. Alors, la majorité de la population est sunnite. Je sais qu'il n'y a pas d'orthodoxie en islam, mais malheureusement, tous les termes en isme étant particulièrement connotés, je préfère utiliser le terme orthodoxe. Et donc, un positionnement peut-être orthodoxe centré autour des piliers, et puis peut-être un positionnement plus social, entre guillemets, de pratiques comme la consommation halal, qui n'est pas un pilier, mais qui relève aujourd'hui d'une pratique identitaire. Ça, c'était l'hypothèse qu'on avait un peu au départ, ça ne fonctionne pas du tout. Donc ce qu'on a vu, c'est que quand on met dans le même modèle statistique toutes les pratiques religieuses, elles ne vont pas ensemble. Donc ça veut dire que des personnes qui disent tout le temps respecter la prière ne vont peut-être pas consommer halal. Que celles qui consomment halal ne font peut-être pas le ramadan, et que celles qui vont à la mosquée et font la prière consomment peut-être de l'alcool à d'autres moments. Donc ça, c'est véritablement le bricolage, le terme qui vient de la sociologie des religions et donc notamment de Daniel Hervieux-Léger. Le bricolage, on bricole ses pratiques religieuses par rapport à sa propre relation envers Dieu. Parce qu'aussi on est dans des pratiques, et cette étude le montre, beaucoup plus individuelles et individualisées qu'auparavant. Néanmoins, il y a quand même des régularités, des récurrences, et notamment cette étude parle d'une pratique plus forte. En quoi une pratique plus forte, c'est pas une pratique plus radicale, pour employer un autre terme piégé? Oui, tout à fait. Donc, non, alors, par rapport à la question de la radicalisation, ce qu'on a vu, donc quand on fait d'abord des entretiens avec des radicalisés, ce terme est véritablement à prendre avec des précautions, mais donc des returnees par exemple, ou des personnes qui ont voulu partir en Syrie, et qu'on déroule leur parcours, qu'on déroule leur raisonnement, un certain nombre d'entre elles n'étaient pas du tout concernées, n'étaient pas du tout dans une pratique même intégraliste. Donc c'est très mitigé, ce parcours via le fondamentalisme. Alors c'est quelque chose qui est difficile à mesurer avec un sondage, avec des questions statistiques. Donc c'est pas ce que
C'est pas ce que l'enquête nous a permis de pointer. Par contre, ce qu'on a pu montrer, c'est, et là on va complètement à rebours de la question de la radicalisation, c'est les prémices de la sécularisation. Alors c'est complètement antinomique avec l'image médiatique, mais aujourd'hui on peut dire que les prémices de la sécularisation sont présentes au sein de l'identité musulmane belge. Elle est en train de se séculariser. Alors sécularisation... Quels sont les signes de ça? Alors, sécularisation... Là, il faut prouver, parce qu'au contraire, on nous explique qu'au contraire, cette communauté qui n'existe pas se sépare de plus en plus du siècle dans lequel il vit. Alors, là aussi, les choses sont compliquées. Donc, quand on dit prémisse de la sécularisation, on entend quoi? Le bricolage dont je viens vous parler. Hein, on est vraiment dans une individualisation de la manière dont on construit sa foi. On a d'autres secteurs, d'autres questions qui permettent de le montrer. Donc, on est vraiment dans... un bricolage par rapport aux références qu'on va prendre pour construire sa foi. Mais en plus, on a testé l'impact des prédicateurs, des penseurs et des imams. Et c'est un peu plus fort au niveau des belgo-turcs. Hein, la manière de l'organisation de la communauté turque étant beaucoup plus centralisée, notamment par Ankara, ça s'explique. Mais c'est complètement résiduel pour les belgo-marocains. Donc l'importance de l'imam, des prédicateurs et des penseurs. Et donc ça nous fait penser qu'effectivement, individualisation et faible importance de la mosquée comme institution religieuse. Donc ça ne veut pas dire que la mosquée n'est pas importante en termes de ritualisation, hein, dans les grands moments ou au niveau de la prière du vendredi, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Hein. Mais bricolage, plus faible influence de l'institution religieuse, ce sont les prémices de la sécularisation, mais qui ne veut pas dire effectivement moins de pratique. On est même plutôt dans une période un peu paradoxale, un peu ambiguë, où cette prémisse de la sécularisation va de pair avec plus de pratiques, parce que l'islam est de plus en plus investi comme un référentiel identitaire. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Il y en a un deuxième, c'est que vous dites finalement peut-être que le rapport, non seulement donc les pratiques, plus de pratiques peut ne pas vouloir dire moins de sécularisation, voire le contraire, mais en plus, ce que vous dites, c'est que finalement... qu'on cherche souvent quand on s'intéresse à un islam, et qu'il soit belge ou français, c'est alors le degré de foi, le degré de pratique, le degré de tout ça. Et ça ne dit pas grand-chose de l'intégration, qui est souvent en fait la question taboue et non entendue derrière. Aussi, c'est une question compliquée, parce que qu'est-ce qu'on entend par intégration? Donc, lorsqu'on parle, en Belgique, on en est aujourd'hui à la 4e génération qui est sur les bancs de la maternelle. Donc quand on est né ici, socialisé ici, éduqué ici, avec la nationalité d'ici, on n'a pas à s'intégrer. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, donc, dans cette enquête, nous, on a pris un peu cette affirmation, l'échec de l'intégration qui a été prononcée par beaucoup de chefs d'État européens. On l'a prise, cette expression, au mot en disant bien, on va aller voir ce qu'il en est au niveau de différents indicateurs. Donc ce que j'expliquais, c'est que du point de vue de l'intégration économique, les choses sont relativement acquises avec un début de dualisation. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes gagnent bien leur vie et on a d'autres catégories qui continuent à avoir du mal. Donc il y a le début de la dualisation que l'on voit dans nos sociétés, dans la société de manière générale. Elle est en train d'émerger aussi au sein des populations d'origine immigrée. Ça, c'est du point de vue socio-économique. Donc on a vu une ouverture au niveau politique, mais permanence du conservatisme social. Et alors ce qu'on a vu aussi, c'est ce qu'on va appeler l'existence de la distance sociale. Donc ça veut dire que les 2e et 3e générations qu'on a sondées dans le sondage ont plus tendance à se sentir différents des belgo-belges que la première génération. Donc ça, c'est un fort sentiment de distance sociale et c'est évidemment très inquiétant. Donc là, une manière de l'expliquer, en tout cas une hypothèse qu'on peut dresser, c'est que les débats publics récurrents qu'on a en Belgique, parce que certainement dans l'espace francophone, mais pas que, hein, il y a un proverbe qui dit « Quand Paris s'enrhume, Bruxelles éternue ». Et donc on est très influencé par les débats qui ont lieu en France. Et donc on les a, le voile intégral, le voile tout court, le burkini, la question du halal, toutes ces questions sont extrêmement polarisées en Belgique aussi. Alors même qu'il n'y a pas du tout le même historique sur la laïcité, enfin c'est pas du tout... Et qu'il n'y a pas du tout la même gestion des cultes, puisqu'il faut peut-être le rappeler, la Belgique reconnaît les cultes, les finance et les organise. Donc, un exemple très clair, il y a dans les écoles publiques belges des cours de religion qui sont organisés dans l'horaire normal de l'école.
Et néanmoins, les questions sensibles sont les mêmes. Et les polémiques sont les mêmes, sont exactement les mêmes. Et justement, le terme de laïcité est parfois repris ou est utilisé pour un synonyme du terme de neutralité. Donc, les questions que vous avez à l'égard de la laïcité, nous, on les a à l'égard de la question de la neutralité. Donc, on vient d'avoir une polémique sur l'absence de serrage de main dans le cadre de mariage. Voilà, c'est exactement la question de la neutralité. Alors, donc la communauté musulmane, qu'elle soit belge ou française, n'existe pas. Plus de pratiques ne veut pas forcément dire moins de sécularisation. Là, vous montrez encore que ça n'est pas parce que nous, on a la laïcité que les problèmes ne se posent pas de la même manière. Du coup, on a envie d'en savoir un peu plus sur la gestion par l'État, par les municipalités, de l'islam sur le territoire. On a quand même cette image que la Belgique aura même si la communauté n'existe pas, une gestion communautariste beaucoup plus forte. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et si oui, quoi? Alors là non plus, je ne pense pas que la question soit le communautarisme, parce que, encore une fois, lorsqu'on déroule les récits et les subjectivités des individus donc dits radicalisés, très peu étaient investis dans des réseaux communautaristes ou dans des associations communautaires, etc. Donc je pense que la question n'est pas véritablement là. Et d'ailleurs, une forte présence d'une entité communautaire forte explique le faible taux de radicalisation, par exemple au sein des Belgo-Turcs. Donc on voit que le modèle est totalement différent, sans doute parce que l'identité nationale turque, l'identité nationaliste, fait barrage à ces discours. Donc la question, ce n'est pas le trop d'identité, c'est le trop peu d'identité quelque part, ou les fragmentations identitaires. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment, la question est peut-être de se poser quels sont les effets et les impacts des débats publics qu'on a. Ces débats publics extrêmement symboliques, qu'on pourrait appeler de la politique symbolique, pour reprendre les termes d'Edelman, produisent des effets, ont des effets, et ont certainement des effets sur les constructions identitaires. Pour en revenir à la gestion de l'islam, un certain nombre de communes, effectivement, pour organiser l'islam sur leur territoire, s'applient sur des réseaux communautaires, notamment des mosquées, par exemple, et ont des associations de mosquées. Alors, je ne pense pas que ce soit propre ni à Bruxelles ni à la Belgique. Pour avoir fait un peu de terrain en France, je pense que ça se passe pareil dans pas mal de villes françaises. Je pense que la question, c'est que ce qu'on a vu à partir de 2011-2012, c'est qu'on a vu, et même avant, même de manière antérieure, on a vu un certain nombre de groupes radicaux arriver avec leur leader charismatique, dont à la fois l'attitude, l'apparence et les discours étaient tellement caricaturaux qu'on a mis du temps à se rendre compte de leur dangerosité et de la portée de leur discours. On s'est dit forcément une telle caricature, une telle violence, c'est un épiphénomène, c'est ça? Oui, on les a pas pris au sérieux. Et là, je pense que c'est le drame, et je m'inclus totalement dans la critique que j'adresse ici. Donc, effectivement, lorsqu'on visionnait certaines vidéos, on se disait qu'il y avait une nouvelle bande de comiques en ville, et c'était pas du tout le cas. Donc, on a mis du temps à se rendre compte que c'était pas seulement du folklore, parce qu'on a vu arriver des formes de Dawa Street, enfin de prédication de rue qu'on n'avait jamais vues auparavant. C'était pas seulement du folklore, effectivement, ces individus représentaient une menace. Et donc là, je pense qu'il y a, effectivement, on a minimisé l'ampleur de la menace. Et donc c'est une erreur qui, je pense, ne se recommettra pas. Après, il y a quelque chose, par contre, qu'on a du mal à tirer comme enseignement. C'est certainement depuis les attentats du 11 septembre, où en définitive, du point de vue très occidentalo-centré, c'est la première fois que l'idéologie djihadiste se faisait voir, même si c'était sous l'étiquette Al-Qaïda, alors qu'aujourd'hui c'est sous l'étiquette de Daesh. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour accompagner, soutenir et faire émerger une élite, je n'aime pas tellement le terme, mais un tissu associatif qui est organisé par les deuxième, troisième générations de musulmans belges qui s'engagent sur des questions de société. Et là, en Belgique, c'est extrêmement difficile. On voit qu'il y a une méfiance et une distance qui s'est installée entre le pouvoir politique d'un côté et cet associatif musulman qui est très peu financé.
À partir du moment où il est très peu financé, il y a un risque qu'il se tourne notamment vers d'autres sources de financement, via notamment des États tiers. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est une vraie question et un vrai enjeu auquel on ne réfléchit peut-être pas suffisamment. Quand vous parlez de ces discours qui sont apparus et dont les autorités étatiques ou municipales, voire les chercheurs, n'ont pas pris la mesure, est-ce que vous parlez de groupes comme celui qui a été aussi pas mal médiatisé, comme Sharia for Belgium? C'est ça, c'est des discours très radicaux dont on s'est dit que voilà, ils restaient très marginaux et dont en fait voilà, l'histoire a malheureusement montré qu'ils avaient sans doute pénétré plus avant le tissu social. Oui, donc il y a effectivement le groupe Sharia for Belgium, il y a le Resto du Tawhid de Jean-Denis Le Soumy, tous ces individus sont aujourd'hui en prison. Alors l'autre difficulté, c'est qu'un certain nombre d'entre eux vont sortir là, de manière assez imminente. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir quels ont été les programmes qui ont été mis en œuvre en prison. Et des retours que j'ai, il n'y en a pas forcément énormément, mais surtout, il me remonte un certain nombre de cas de cas compliqués, d'humiliation ou de difficultés, de la prison. On a une vraie question autour de la prison en Belgique du point de vue des conditions de détention de manière générale. Et donc, il se pourrait que la question revienne à l'avant-plan lorsque ces individus radicalisés qui ont été à la tête de filières vont sortir sans avoir spécialement eu de chance en prison de pouvoir avoir un suivi, un accompagnement par rapport à leur parcours. Et par rapport à ça, vous soulignez notamment la nécessité d'un contre-discours musulman. Ça veut dire quoi? Ce serait quoi les contours de ce contre-discours? Alors, je ne sais pas s'il faut véritablement l'appeler contre-discours parce qu'il existe d'une manière. La difficulté, c'est encore une fois, de venir en soutien à ce qui existe. Il y a un tissu associatif qui fait plein de choses, qui est extrêmement actif, donc un tissu associatif musulman qui crée des pièces de théâtre, qui crée des animations, qui encadre. Et donc, le risque, c'est de se décrocher politiquement et du point de vue de la société civile, qui est un désenclavement de plus en plus fort entre ce tissu associatif et le reste de la société. Ce qui nous manque, c'est véritablement des espaces, alors ça existe, mais ils ne sont pas majoritaires, des espaces de rencontre ou des individus qui luttent pour différents types de discrimination, j'imagine des femmes, des juifs, des gays, des lesbiennes, etc., militent ensemble autour de toutes les questions d'exclusion et de discrimination. Parce que c'est ça l'inclusion, c'est en définitive se retrouver autour de mobilisations communes et collectives et pas spécialement de toujours créer dans son filon. Or aujourd'hui, on est très fortement là-dedans en Belgique. C'est vraiment les occasions de rencontres et de ponts qui manquent. Et par rapport à ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on a des grands débats entre ce qu'on appelle les islamologues sur... En gros, qu'est-ce qui est la racine du mal, je dirais? Est-ce que c'est la radicalisation de la religion elle-même, qui est plutôt la position de Gilles Kepel, et du côté de gens comme François Bourga ou Olivier Roy, plutôt parler soit d'islamisation de la réalité, soit refuser même finalement la spécificité de la concentration sur l'islam en insistant sur les facteurs politiques, sociaux, les parcours de génération. Je ne vous demande pas de vous situer là-dedans, mais je voulais à la fois savoir si ce genre de débat traverse aussi ceux qui étudient l'islam belge, ceux qui le pensent, et si dans la situation belge, et on a beaucoup dit que Molenbeek avait été un quartier, vous l'avez décrit en début d'émission, avec une composition sociale, des taux de chômage qui n'ont rien à voir avec le reste du pays, est-ce qu'en gros les leviers d'action, même si vous pouvez bien sûr dire les deux, ils sont d'abord dans le champ religieux ou d'abord dans le champ politique et social? Alors, d'abord, ces débats sont assez intéressants, mais me paraissent assez stériles. C'est-à-dire que ce qui m'étonne dans le cadre de ces débats, c'est que j'ai l'impression que ces trois grands intellectuels regardent la même pièce, mais n'arrivent pas au même moment dans la salle de théâtre, ou ne la regardent pas du même rang dans cette salle. Parce que fondamentalement, ils ont tous les trois raison.
Mais ce n'est pas que, c'est le que qui est embêtant. Ce ne serait que la radicalisation de l'islam ou ce serait que politique ou social. C'est évidemment un mélange de tout et on est plus en Belgique en train de situer 4 sphères de facteurs de radicalisation qui comprennent les aspects politiques, les aspects sociaux, les aspects de socialisation et les aspects psychologiques. Donc voilà où on en est. Ce qui est plus étonnant, c'est que la recherche sur ces questions est prolifique, en particulier dans le monde anglo-saxon, où et donc en fait parfois on se demande si dans l'espace francophone où on a un vrai retard, hein, on a un vrai retard en termes de production scientifique et un vrai retard en termes de données empiriques, hein, clairement. Y compris sur les données. Ah bien évidemment, bien évidemment. Et ça s'explique comment? C'est précisément parce que on sait bien que la France ne veut pas de certaines statistiques, ou, enfin comment on l'explique? Parce que la recherche sur la radicalisation ne se faisait très très peu avant les attentats, tout simplement. Il n'y avait pas de question. Aujourd'hui, il y a un investissement financier massif, à la fois de la part des institutions européennes de recherche, avec les programmes H2020 par exemple, ou des institutions de recherche nationales qui vont financer. Mais donc la recherche, elle a toujours un peu un train de retard par rapport à l'actualité médiatique. Mais par contre, dans le monde anglo-saxon, depuis les attentats du 11 septembre, très clairement, la recherche est absolument prolifique. Et donc, on a vraiment un train de retard. Mais on se demande parfois si on n'est pas en train de réinventer la roue, parce que ce qui se dit a déjà été dit et il existe tout simplement dans le monde anglo-saxon. Donc ça, c'est véritablement une coupure très très forte entre les mondes scientifiques et académiques francophones et anglophones. Et donc, encore une fois, pour revenir à votre question, est-ce que la solution, elle est d'abord au sein de la réforme du discours religieux ou à la fois social et politique? C'est vrai que j'aurais tendance à vous faire une réponse très belge, très celle du compromis, c'est-à-dire les deux. On ne peut pas. Ce qui ressort fortement sont quand même, donc encore une fois, dans les parcours, donc lorsqu'on a des éléments empiriques, hein, c'est quand même un certain nombre de difficultés et de questions de stigmatisation qui ne vont pas être le facteur déterminant et du basculement dans une perspective radicale, mais qui peuvent servir à un moment donné de déclencheur ou de catalyseur. Ça ressort quand même assez fortement. Après, il y a évidemment la question du sens. Et par exemple, lorsque je vous dis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France ou en Belgique pour soutenir une vie associative qui existe. Si on est un jeune musulman et qu'on se pose des questions sur sa foi, sur sa croyance, sur l'islam, on a 2 solutions. On va à la mosquée, on va peut-être pas trouver un imam qui parle français ou qui parle néerlandais pour le cas de la Belgique. Bon, alors on va sur Internet. On sait que sur Internet, vous tapez islam, le contenu salafiste est prédominant. Soit on franchit le pas d'une librairie. Et on sait aussi que des États comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., ont investi massivement des maisons d'édition qui donnent du contenu extrêmement conservateur, plutôt salafiste. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on produit? Et il y a là une véritable difficulté d'agir qu'on peut, en tant qu'analyste, uniquement observer d'une certaine manière. Donc, il y a ça, mais il y a clairement aussi à la fois la question économique. Si on ne redonne pas Vous savez, en Belgique, on a les chiffres de l'exercice de 2 monitoring socio-économiques. Donc, il a été fait par le SPF Emploi. Hein. Donc, pas tout à fait... C'est une sorte de pôle emploi belge, c'est ça? C'est le ministère de l'Emploi, donc pas forcément un repère de gauchistes, qui l'a fait avec donc le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, qui a fait l'exercice et qui peut montrer statistiquement que si vous êtes d'origine maghrébine, d'origine turque ou d'origine africaine, vous avez 20 à 30% moins de chances d'être à l'emploi. Ça, ce sont les chiffres. En Belgique, ça fait 20 ans qu'on parle de cohésion sociale. Ça fait 15 ans qu'on parle de la discrimination à l'emploi. Et ces chiffres sont toujours là. On a véritablement du mal à agir sur ces questions, à trouver les leviers. Et clairement, tout est relié aussi très clairement. Et je pense que d'un point de vue politique aussi, je sais que politiquement, ça passe très mal, mais je pense qu'on doit arrêter avec ces questions de politique symbolique, c'est-à-dire le burkini, le voile intégral, ces questions-là, parce que
on crée de nouvelles formes d'altérité, et la nouvelle forme d'altérité aujourd'hui, que ce soit en France, d'après ce que je vois, ce que j'entends et ce que je lis, et en Belgique, la ligne de démarcation, c'est l'appartenance ou non à l'islam. Et plus encore, le fait qu'on soit pratiquant, parce qu'à la limite, si effectivement les musulmans sont non pratiquants, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'ils sont pratiquants, il y a un problème, et on a un réel problème en Belgique à reconnaître que l'islam fait partie de la Belgique, c'est l'une de ses composantes légitimes. On a un problème d'apaisement sur ces questions d'acceptation et d'apaisement, véritablement. Et là, je pense que qu'on fait des erreurs stratégiques dans les productions identitaires que ces débats produisent. Parce que dans l'enquête dont je vous ai parlé, ce qu'on peut montrer, nous, c'est qu'il y a un lien statistique entre le sentiment de discrimination et une religiosité renforcée. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour la création de ce lien, mais en tout cas, ce lien statistique, il existe. Donc, ça veut dire, en tout cas, l'une des hypothèses, c'est que ces débats ont un impact sur les productions identitaires. Alors, vous avez déjà en fait en partie répondu, mais je vous repose quand même la question plus directement en guise de conclusion. Qu'est-ce que la France peut apprendre de l'islam belge et de sa gestion? Outre faire plus d'études empiriques sur le modèle anglo-saxon et comme la Belgique a commencé à s'y mettre. Justement, je ne suis pas certaine que la Belgique soit le bon exemple à prendre parce que les débats sont extrêmement forts présents. Après, je pense qu'il y a quand même l'idée du compromis en Belgique où il y a quand même la reconnaissance des cultes. Fait par exemple qu'aujourd'hui, on a, à mon sens, beaucoup de professeurs de religion islamique dans les écoles qui font un excellent boulot et qui sont, pour beaucoup, l'un des remparts contre ces discours. Parce que, je vous disais, les jeunes, ils vont à la mosquée, sur Internet ou dans une librairie. Certains, aujourd'hui, interpellent leurs professeurs. Alors, certains sont démunis, d'autres font tout un travail sur ces questions-là. Et donc, ça me paraît extrêmement intéressant, plutôt que de renvoyer l'apprentissage de ces questions dans des endroits où on n'a pas forcément de contrôle sur qui parle, avec quelle formation et sur quel type de sujet. D'accord, donc pas un exemple, mais quand même quelques pistes. Merci beaucoup, Corinne Torrekens, et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de cette série consacrée aux différentes manières de penser et repenser l'islam. Merci beaucoup. Merci.